Lors du dîner de Thanksgiving, ma sœur s'est levée et a annoncé « Nous avons voté, et tu n'es plus membre de la famille ». Une vague d'applaudissements a résonné, tandis que je laissais échapper un léger rire en disant « Je suppose que vous n'aurez plus besoin de ça ». J'ai posé une épaisse chemise sur la table. À peine l'ouvrait-elle qu'elle a commencé à crier. Avant de découper la dinde, lança Lucie en se levant de sa chaise avec ce sourire triomphant et arrogant qui la définissait si bien, il y a quelque chose que nous devons dire. Un silence de mort s'est installé, les fourchettes suspendues dans les airs, mon estomac se nouait. Je connaissais ce ton, il était le même qu'elle avait utilisé pour me faire punir à mes 14 ans pour une fête à laquelle je n'étais même pas allé. Nous avons décidé que tu n'es plus de la famille. C'était le silence total, suivi d'applaudissements. Ma cousine Carla applaudissait comme si elle était à un concert, l'oncle Ravière levait son verre de vin pour porter un toast, même ma mère, ma propre mère, riait et disait « Eh bien, quelqu'un devait le dire ». Je restais figé, les yeux rivés sur mon assiette. Le stuffing était déjà froid, mais ma colère bouillonnait. Mon père ne daignait même pas me regarder, il sirotait sa bière et lâchait à mi-voix « C'est probablement pour le mieux ». « Oh là là », dis-je en tirant ma chaise en arrière lentement. « Vous avez vraiment préparé ça ?» Lucie souriait de plus belle. Elle avait été toxique pendant des années. Enfin, nous avons cessé de faire semblant. « Tu n'es plus de la famille », ajouta ma mère, prenant la sauce au canneberge comme si nous parlions de la météo. Tout le monde semblait d'accord, je balbutiai doucement. Ensuite, plongeant ma main dans mon sac, je présageais que ce moment viendrait. Je sortis une chemise épaisse et la posai au centre de la table. Le bruit du contreplaqué interrompit immédiatement les rires. Lucie cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est » souris-je en m'enfonçant dans ma chaise, les bras croisés. « Pourquoi ne pas le découvrir ?» Elle saisit la chemise et l'ouvrit d'un coup, arborant ce sourire narquois qu'elle avait quand elle pensait avoir gagné. Elle tourna la première page et son sourire se figea. Son visage pâlit tandis que ses yeux parcouraient les pages suivantes, puis elle cria. Je veux dire, elle cria vraiment, comme dans un film d'horreur, la chaise tomba derrière elle lorsqu'elle se leva brutalement et ferma la chemise, comme si elle s'était brûlé les mains. « Tu es un monstre » hurla-t-elle. Une personne cruelle et sans bornes. Des soupirs s'entendirent autour de la table, Ruben, son mari, prit la dossier et l'ouvrit. Sa mâchoire tomba en lisant, il me regarda. C'est vrai, acquiesçai-je d'un seul geste. Tout était réel, chaque mot, chaque reçu, chaque capture d'écran. La table tomba dans un silence complet, on pouvait entendre une fourchette tomber dans la cuisine. La bouche de ma mère s'ouvrit puis se referma comme un poisson hors de l'eau. Ils étaient si convaincus que je ne me défendrais pas. Je me levai lentement, tellement convaincu que je resterais le silencieux, le paillasson, le guichet automatique. Mais vous savez quoi, m'inclinai-je, fixant Lucie droit dans les yeux. Votre petit spectacle est terminé. Vous voulez savoir ce qu'il y avait dans la chemise. Nous y arriverons, mais d'abord, laisse-moi te raconter comment nous en sommes arrivés là. Car Lucie ne s'est pas levée un jour en décidant que je ne faisais plus partie de la famille. Cette décision s'est construite au fil des ans, brique par brique, commentaire après commentaire, trahison après trahison. Je n'ai jamais été le préféré, de loin. Lucie était la star, la petite fille dorée, avec d'excellentes notes et un grand sourire. Elle savait comment séduire les gens, pouvait mentir à quelqu'un en face et les faire le remercier. De mon côté, j'étais calme, réservé, je n'avais pas besoin d'attention, et cela les rendait fous. Je suis parti de chez moi à 19 ans, finançant mes études moi-même, travaillant à 2 emplois, ne demandant jamais d'aide. Pendant ce temps, Lucie échouait dans 2 carrières, partait en Europe pour se trouver, puis revenait se marier avec Ruben, l'équivalent humain d'un profil LinkedIn en veste. Je payais la moitié de la cérémonie de mariage, mes parents ne pouvant pas se le permettre, mais trouvant de manière inexplicable 2 semaines pour une croisière juste après. Je ne me suis jamais plaint, jamais, même quand ils plaisantaient en disant que j'étais le comptable de la famille. Je continuais à aider, je payais la chirurgie dentaire de mon père, envoyais de l'argent quand ma mère disait ne pas pouvoir payer le chauffage, et même une partie des frais universitaires de ma cousine Carla après qu'elle soit restée sur la liste d'attente d'une bourse. Il disait toujours merci, bien sûr, mais avec ce ton qui disait « Eh bien, tu n'as pas de famille à toi, alors bien sûr que tu vas aider. » Peut-être que c'est ce qui a tout changé. Tu vois, je suis célibataire, sans enfant, sans partenaire, sans drame, juste moi, mon travail, et mon chien. Pour eux,
cela signifiait que je n'avais rien de mieux à faire que de financer leur catastrophe. Lucie me considérait comme son filet de sécurité personnel. Quand Ruben perdit son emploi, c'est vers moi qu'elle se tourna d'abord pour un petit prêt. Quand sa voiture tomba en panne, elle m'appela. Quand sa fille eut besoin de thérapie non couverte par l'assurance, eh bien, devinez à qui elle s'adressa. Je donnais toujours, car je me répétais que c'était pour la famille. Mais aider devint une obligation, puis une attente, et finalement, une exigence. Tout commença lentement, des blagues venimeuses pendant les dîners. Oh, tu as apporté du vin, super. C'est bien d'avoir un bon vin, n'est-ce pas? Tu peux te le permettre, pas d'enfant pour t'inquiéter. Ou alors, des insinuations sur ma froideur, peut-être que c'est pour ça que tu es seul, tu ne comprends pas ce que c'est que le vrai stress. Tu n'as pas de vie réelle. Tu es aigri parce que personne ne te veut. Mais si, ils avaient constamment besoin de moi, financièrement, en silence, à huis clos. Et puis, le message de Lucie arriva. Et, peux-tu être garant d'un petit prêt? Ruben et moi voulons ouvrir une cafétéria bio. Je répondis, non, Lucie, sérieusement. Et puis le silence. C'était il y a 3 mois. Depuis, j'étais mis à l'écart. Maman avait cessé de m'appeler, papa envoyait des réponses évasives d'un mot. Personne ne m'avait invité au dernier repas en famille. Lucie m'avait bloqué sur les réseaux sociaux après avoir publié une story sur le fait de s'éloigner des gens toxiques. Mais je ne suis pas resté là, à pleurer. J'ai commencé à chercher les reçus, littéralement les reçus. Tu vois, je garde des archives, des transferts bancaires, des emails, des captures d'écran, des dates. Je ne suis pas idiot, et rien qu'au cours des 5 dernières années, j'avais envoyé plus de 78 000 € à divers membres de ma famille. 78 000 €. 8 000 € pour la réhabilitation de Ruben. 2 300 € pour l'urgence dentaire de Lucie qui s'est révélée être des facettes esthétiques. 100 € pour la chirurgie du dos de mon père. 12 000 € pour la dette de la carte de crédit de ma mère. 6 000 € pour le déménagement universitaire de Carla. 4 500 € pour une « urgence familiale » qui était en réalité un voyage à Cabo. Et pas une seule fois quelqu'un ne s'est proposé de me rembourser. Ils prenaient simplement. Et quand j'ai cessé de donner, ils ont décidé que le problème, c'était moi. Alors, j'ai fait cette chemise. À l'intérieur, il y avait chaque reçu de transfert, chaque email et message demandant de l'argent, des captures d'écran de Lucie m'appelant manipulateur auprès de ses amis, parce que je lui avais refusé le prêt. Une chronologie de chaque paiement important que j'ai fait au cours des 5 dernières années et pour couronner le tout, des copies de publications Facebook et Instagram où il se moquait de moi. J'ai capturé Lucie me traitant de « vache à lait sans colonne vertébrale » dans un fil de discussion privée auquel je ne savais pas que j'avais accès. Alors oui, c'est ce qu'elle a vu en ouvrant la chemise. C'est cela qui l'a fait crier, parce que Lucie n'a pas seulement été exposée, elle a été démantelée, fait par fait, ligne par ligne, page par page, tandis que le reste de la famille prenait conscience de ce qu'ils avaient fait. Ma mère semblait sur le point de s'évanouir. Ruben lisait une ligne qui disait 4 200 € pour couvrir la carte de crédit de Lucie, utilisée pour un hôtel à Marbella avec quelqu'un nommé Patricia. Il a simplement demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Je ne répondis pas. Ce n'était pas nécessaire, car pour la première fois de ma vie, je ne cherchais pas à me défendre, je ne faisais que leur montrer la vérité. « Tu as gardé tous ces enregistrements ?» demanda finalement ma mère d'une voix tremblante. Je me tournai vers elle, aussi serein que jamais. « Tu n'as jamais rien retenu, alors quelqu'un devait le faire. » Lucie était toujours debout, pâle, les poings serrés à ses côtés, ses yeux faisant des allers-retours entre Ruben et moi, puis vers la chemise. « C'est une violation, » cracha-t-elle. « Tu n'avais pas le droit de... » Je n'avais pas le droit, dis-je en me levant lentement. Tu viens de te présenter devant toute cette famille pour déclarer que je ne fais plus partie d'elle. Vous avez tous applaudi. Et ça vous dérange maintenant que je sois préparé? Ruben tourna une autre page de la chemise. Qu'est-ce que c'est à propos de Marbella? Demanda-t-il, la voix tendue. La tête de Lucie pivota brusquement vers lui. Non, ne dis pas ça. Qui est Patricia? Insista-t-il. Pourquoi as-tu séjourné à l'hôtel 3 nuits avec ma carte? Son silence était plus retentissant que n'importe quelle réponse. Attendez, intervint ma mère en levant les mains. Calmons-nous et parlons calmement. Bien sûr, répondis-je. Soyons raisonnables,
parlons de cette fois où tu m'as traité de parasite pendant que tu encaissais le chèque que je t'avais envoyé. Elle cligna des yeux. Ce n'est pas juste, nous étions sous beaucoup de pression. Je répondis durement, tu étais sous pression et je t'ai sorti du pétrin encore et encore. La seule fois où j'ai dit non, je suis soudain devenu l'ennemi. Mon père, qui était resté complètement silencieux jusqu'à présent, prit enfin la parole. Tu exagères. Tu es en train de rendre cela plus grand que ça ne l'est. Je me tournai vers lui, ma voix baissant en ton mais pas en intensité. Vous m'avez permis de vivre tout cela pendant des années, le saviez-vous? Vous l'avez vu? Vous l'avez entendu? Et vous avez laissé faire parce que c'était plus facile que de leur faire face. Elle ne le nia pas. Lucie frappa la table de la main. Tu es amère parce que plus personne ne te nécessite. Tu te trompes, dis-je froidement. Je ne suis pas amère, j'en ai assez. Elle lâcha un rire amer. Tu fais pitié. As-tu idée de combien tu sembles ridicule avec ta chemise et tes captures d'écran? Tu crois vraiment que cela fait de toi la victime? Tu montres juste que tu es un contrôleur obsessionnel. Et toi, tu ne fais que prouver que tu ne te soucies de moi que tant que je paie tes factures, répliquai-je. Tu n'as pas le droit de te faire la victime, cria-t-elle. Tu as choisi d'aider, personne ne t'a forcé. Et pourtant, dis-je en avançant vers elle, vous vous attendiez à ce que ce soit toujours de l'aide jusqu'à ce que cela devienne un devoir. Et quand j'ai cessé de le faire, qu'avez-vous fait? Vous m'avez évincé. Ma voix se brisa, non pas de tristesse mais de colère. Vous ne vouliez pas d'un frère, vous vouliez un portefeuille sur pattes. Ruben se leva, toujours avec la chemise en main. Est-ce vrai? Demanda-t-il, regardant Lucie. Tout ça? Lucie le regarda et pour la première fois, elle n'avait pas de réponse. Pas de larmes feintes, pas de détour, juste le silence. Tu m'as menti, dit-il. Sur l'hôtel, sur l'argent, sur lui. Tu m'as fait passer pour un fou. J'ai dû le faire, éclata-t-elle. Tu es en train de tourner tout le monde contre moi. Je ne l'ai pas fait, lui dis-je. Tu l'as fait toute seule. La salle retomba dans un silence de plomb. Ensuite, ma mère se pencha en avant une fois de plus, essayant encore. Sa voix devint douce. Écoute, chérie, nous avons peut-être mal réagi, mais nous restons une famille. Les familles se disputent. Oublions cela. Je l'interrompis. Tu ne m'écoutes pas. Elle cligna des yeux. Quoi? Je ne demande pas la paix, je ne demande pas pardon. Je te dis simplement que j'en ai fini. Lucie pinça les lèvres avec mépris. Oh, cesse de prétendre que c'est un grand moment. Tu l'as déjà dit. Je la fixai droit dans les yeux. Jamais. Puis, je mis la main dans ma poche de manteau et sortis une autre enveloppe. Et maintenant, quoi? Demanda mon père, visiblement épuisé. Je lançai l'enveloppe sur la table. Ruben l'attrapa avant qu'elle ne glisse et tombe, l'ouvrit, lut la première ligne, ses yeux s'écarquillèrent. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-il. Je répondis pour lui, formulaire de révocation de procuration pour maman. Procuration médicale révoquée. Contact d'urgence supprimé. J'ai déjà signé. Légalement et émotionnellement, je ne suis plus responsable de vous. Ma mère lâcha un soupir. Tu es en train de rompre tous les liens, complètement. À partir de ce moment, répondis-je. Tu es égoïste, dit-elle, les larmes commençant à s'accumuler dans ses yeux. Nous avons commis des erreurs, mais nous restons ta famille. Je la regardai et ma voix devint à nouveau sereine, définitive. Non, vous ne l'êtes plus. Je pris mon manteau, les regardai une dernière fois, puis sortis par la porte. Je les laissai en plein dîner de Thanksgiving, stupéfait et silencieux, entouré de plats froids et de vérités désagréables. Je sortis et ne me retournai pas. Non pas parce que cela ne faisait pas mal, ça faisait mal. Mais en fermant cette porte derrière moi, en descendant du porche et en respirant l'air froid de la nuit, je sentis à l'intérieur de moi un changement. Pour la première fois en des années, je pouvais respirer. Je ne rentrai pas directement chez moi. Je fis un détour et allai au lac où j'allais enfant, cet endroit où papa m'emmenait pêcher. Je m'assis en silence, regardant l'eau calme, et je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, rien ne me tirait vers le bas. Il n'y avait ni culpabilité, ni pression. Personne n'attendait un chèque, un service ou une visite, juste le silence. Le lendemain matin, le silence.
Le jour suivant, encore rien. Mais au troisième jour, les messages commencèrent. D'abord ma mère, un appel manqué, puis un autre, ensuite un message vocal. Tu parlais sérieusement? On était fâchés, mais nous restons ta famille. Je ne répondis pas. Puis les messages de Lucie arrivèrent, tu ne te rends même pas compte de ce que tu as fait, Ruben demande le divorce. Es-tu content? Quelque chose ne va vraiment pas chez toi. Et ensuite, mon père, tu es allé trop loin. Nous avons tous dit des choses que nous n'aurions pas dû dire, mais ce que tu as fait est une bombe atomique. Ta mère est détruite, viens réparer ça. Je ne répondis pas, et sincèrement, je pensais que je me sentirais coupable, que je ne pourrais pas dormir la nuit, me demandant si j'étais allé trop loin. Mais au lieu de cela, je dormis mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Je ne doutais plus avant de lire un message. Je n'attendais plus la prochaine déception. Je ne recevais plus de demandes à minuit, enveloppé de culpabilité déguisée en urgence. Pour la première fois en une décennie, je pouvais entendre mes propres pensées. Je commençais à me lever tôt, à sortir courir, à préparer le café tranquillement. Je pris rendez-vous chez le dentiste, chez le médecin, même avec un thérapeute, non pas parce que j'étais brisé, mais parce qu'enfin, je pouvais prendre soin de moi. Je mis à jour mes contacts d'urgence, supprimai mes parents, changeai mes mots de passe, gelai tous les comptes communs auxquels ils avaient accès et bloquai Lucie sur toutes les plateformes. Ce n'était pas une vengeance, c'était une fermeture. Une semaine après Thanksgiving, je reçus un message de Carla, ma cousine, celle qui avait applaudi quand je fus évincé. Je ne savais pas que tu avais payé ma scolarité. Je suis désolé, je me suis laissé emporter par le groupe. Tu as toujours été celui qui aidait vraiment. Je ne répondis pas, mais je le lus 2 fois. Puis, surprise, un message de Ruben, j'ai déposé les papiers. Tout ce qui est dans la chemise est vérifié. Elle t'a trompé, elle m'a menti, elle m'a manipulé, pas seulement toi, mais aussi moi. Et il ajouta, tu as fait ce qu'il fallait. J'aurais dû partir bien plus tôt. Je ne m'y attendais pas, mais ces mots résonnèrent en moi. Quelques jours plus tard, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, je postulai pour un emploi dans une autre ville. Non pas parce que je fuyais, mais parce qu'enfin, j'étais libre. Finis-les, tu devrais rester près de chez toi. Finis-les, qui s'occupera de si tu pars? Je commençais à reconnecter avec des amis que je n'avais pas vus depuis des années, des personnes avec qui je m'étais éloigné parce que j'étais toujours trop occupé avec les affaires familiales. Et le plus surprenant, certains d'entre eux avaient vu ma publication sur le forum Madrid et m'avaient contacté juste pour dire « Nous sommes fiers de toi, c'était courageux ». Personne ne me demanda d'argent, personne ne me manipula, personne n'essaya de déformer ce qui était arrivé. Juste un soutien simple, honnête, pur. Quelqu'un me demanda « Tu ne regrettes pas ?» J'y pensai quelques secondes, puis je répondis « Je ne regrette que de ne pas l'avoir fait plus tôt ». Je pensais que c'était la fin, et d'une certaine manière, c'était vrai. Mais avec des gens comme eux, rien ne se termine proprement, surtout quand ils commencent à ressentir les conséquences de mon absence. Les premières semaines après Thanksgiving furent calmes, merveilleusement, dérangeusement calmes. Sans appel, sans culpabilité, juste de la paix. Jusqu'à ce que Noël arrive. Le 22 décembre, je reçus un message de ma mère. C'était donc une simple photo, prise dans le salon de ma mère, décorée de chaussettes de Noël, un arbre à moitié décoré, et au centre, un immense espace vide où s'empilaient d'habitude les cadeaux. La légende disait, ça ne fait pas pareil sans toi. Claudia n'arrête pas de poser des questions sur pourquoi l'oncle ne vient pas cette année. Je l'observais longtemps, sans excuse, sans assumer quoi que ce soit, juste ce même ton manipulateur de toujours, regarde ce que tu as fait, regarde qui tu blesses. Je ne répondis pas. Le 23 décembre, Lucie tenta de m'appeler, je laissai le téléphone sonner. Puis je reçus un message, je sais que j'ai merdé, mais tu ne devrais pas punir tout le monde. Passe juste chez nous, Claudia te manque. 2 minutes plus tard, un autre, de plus, maman et papa sont en retard avec l'hypothèque. Je sais que ça t'importe peu maintenant, mais la banque a appelé aujourd'hui. Toujours la même demande, cachée sous une couche de culpabilité, dissimulée sous le doux vernis de la famille, mais qui finissait toujours par une demande. Je bloquai le numéro. Le 24 décembre, un nouveau message, cette fois de mon père, tu as déjà été clair sur ta position. Nous comprenons, mais assez. Nous avons besoin d'aide. Nous restons quand même ta famille.
Cette nuit-là, je m'installais seul près de la cheminée, une coupe de vin à la main, regardant autour de moi dans mon petit appartement, sans arbre, sans bruit, juste moi et ce silence que tant de gens disaient me détruire. Et pour la première fois de ma vie, j'étais reconnaissant pour ce silence. Mais cela ne s'arrêta pas là. En janvier, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Par habitude, je décrochai. « Est-ce vous, Augusto ?» demanda une voix d'homme. « Oui, qui appelle ?»« Je suis Miguel, j'appelle au nom de votre père. Il a mentionné que vous êtes l'exécuteur principal du trust familial, n'est-ce pas ?» Je me fis gai. « Nous avons révoqué ce document il y a 2 mois, répondis-je. L'avocat de la famille s'en occupe. Mon nom n'apparaît plus nulle part. » L'homme fit une pause. « Je comprends, dit-il, votre père a dit qu'il ne pouvait pas vous contacter directement et m'a demandé d'explorer des options. Il rencontre des problèmes, n'est-ce pas ? » Évidemment qu'ils en avaient. Lucie et mes parents se retrouvaient sans aucune option, le filet de sécurité avait disparu, et ils commençaient à paniquer. Je raccrochai sans dire un mot de plus. Mais la goutte d'eau qui fit déborder le vase arriva en février. Je reçus une lettre par courrier, manuscrite, sans expéditeur, mais je reconnus instantanément l'écriture de ma mère. À l'intérieur, une lettre de 3 pages. La première page était pleine de regrets, nous avons dit des choses dans un moment de colère, tu as toujours été le fort, nous n'avons jamais réalisé à quel point nous dépendions de toi. La deuxième page faisait appel à la culpabilité, la santé de ton père ne va pas bien, Lucie est complètement seule maintenant, nous craignons pour Claudia. Et la troisième page, c'était le piège, nous allons vendre la maison, mais l'hypothèque dépasse la valeur. Nous avons juste besoin d'un peu d'aide pour sortir de ce pétrin. Après ça, nous ne te demanderons plus rien. S'il te plaît, Augusto, fais-le pour ton père, fais-le pour la famille. Je restai un moment avec la lettre entre les mains, me permettant de ressentir tout ce qu'il voulait que je ressente, le poids de la responsabilité, la piqûre de l'obligation, le besoin douloureux de réparer ce qui était brisé. Puis je pliai la lettre, me levai, allai à la cuisine et la jetai à la poubelle. La vérité était celle-ci, il ne demandait pas de l'aide, il réclamait encore un accès. Il ne voulait pas que je revienne dans la famille, il voulait plutôt cette version de moi qui ne disait jamais non, qui payait en silence, qui se sacrifiait en silence, qui souffrait en silence. Mais cette version de moi n'existe plus. Je ne suis plus leur bouc émissaire, leur poule aux œufs d'or, ni le scotch qui maintenait ensemble une maison désassemblée. Je suis fini. Et ce qui les effraie le plus, c'est que je vais parfaitement bien sans eux. J'ai obtenu un nouvel emploi, déménagé dans une autre ville, dans un appartement plus grand, une page blanche. J'ai commencé à faire du bénévolat les week-ends, non parce que quelqu'un avait besoin de moi, mais parce que je le voulais. Je construis une vie où personne ne m'appelle à 23 heures pour couvrir une erreur qu'ils ne veulent pas assumer, une vie où je ne suis pas puni pour mon indépendance, où la gentillesse n'est pas un moyen d'échange. Je ne regrette pas de les avoir aidés, mais je regrette combien de temps j'ai mis à arrêter de le faire. Tu veux savoir ce qu'est la véritable paix ? Ce n'est pas d'être entouré de sa famille, c'est d'être libre de ceux qui ne t'appellent famille que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Mise à jour des mois plus tard, je ne pensais pas que ce récit attirerait l'attention. La vérité, c'est que je devais juste le partager, le mettre quelque part. Mais j'ai lu chaque commentaire, à ceux qui m'ont dit, tu étais courageux, ils ne te méritent pas, merci. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça jusqu'à ce que je le lise. Et à ceux qui ont demandé, et s'il change ? Oui, je me le suis aussi demandé. Plusieurs mois se sont écoulés, et ils n'ont pas changé après que je les ai coupés, après la chemise, les cris, le silence et les lettres. Je pensais que peut-être, juste peut-être, quelqu'un comprendrait. Que réfléchirait-il ? Que dirait-il ? Nous sommes désolés. Non. Ils se turent pendant un moment, puis devinrent stratégiques, ensuite désespérés, puis de nouveau cruels. Et moi ? Je me suis libéré. Depuis, je me suis installé dans un nouvel endroit, j'ai trouvé un travail qui ne me tient pas éveillé la nuit, j'ai commencé une thérapie, une vraie thérapie, celle où tu arrêtes d'essayer de réparer les autres et enfin tu apprends à être avec toi-même. Maintenant, je cuisine pour moi, je dors mieux, je sors plus. Je ne sursaute plus au moindre vibrement de mon téléphone. Et oui, parfois je pense à Claudia, à ce qu'on lui enseigne, à ce qu'elle grandira en croyant que c'est normal. Mais je sais aussi ceci, j'ai été l'exemple de quelqu'un qui a enfin dit stop. Il y a quelques jours,
j'ai reçu une autre lettre écrite à la main de ma mère. 3 mots, nous restons familiaux. Sans contexte, sans excuse, sans changement, juste le même hameçon. Et pour la première fois, je n'ai ressenti rien, ni colère, ni tristesse, juste rien. Je l'ai jeté à la poubelle et me suis mis à préparer le dîner. Je suis revenu ici parce que cet endroit m'a donné une clarté que je ne m'attendais pas à recevoir. Des inconnus m'ont vu avec plus de clarté que ma propre famille. Donc, voici ma question, ai-je bien fait? Ai-je bien coupé les liens, lâché ce poids? Ai-je été trop froid? Ou enfin, ai-je cessé d'être le seul qui soutenait tout? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, pour la première fois de ma vie, je ne survis pas, je vis. Merci de m'avoir lu.